Je vais parler en français pour la partie descriptive de ma présentation, mais en anglais pour la section plus analytique. C'est la première fois que j'ai tenté de donner une présentation formelle en français. Alors, pardonnez, s'il vous plaît, mes erreurs et mes maladresses. Caroline a intitulé son exposé « En quête de vérité », « Investigating Truth ». Et je veux également discuter du concept de vérité tel qu'elle est utilisée dans des contextes juridiques. Le point de départ pour Caroline est un incident qui illustre la place centrale de la suspicion et l'attitude de défiance ou d'incrédulité envers les demandeurs d'asile, sur la base des intuitions, des sentiments et des idées préconçues des décideurs. Cette même tendance a été décrite dans le Royaume-Uni comme « a culture of disbelief », surtout parmi les case owners de la UK Border Agency, qui prend les décisions initiales sur les demandes d'asile. La même dichotomie fausse que l'a décrit Caroline entre vrais réfugiés et faux réfugiés a son parallèle exact dans le Royaume-Uni, dans le contraste entre genuine refugees et bogus asylum seekers. Elle repose à son tour, bien sûr, sur une autre dichotomie fausse entre les réfugiés et les migrants économiques, comme si les motifs des gens peuvent être simplement considérés comme l'un ou l'autre. Je ne me tarderai pas très longtemps sur la première partie de l'exposé de Caroline. C'est plus intéressant, je l'espère, de se concentrer plutôt sur les pratiques par lesquelles les deux pays ont incorporé la Convention de 1951 dans le système distinctif, administratif et judiciaire. Je dois vous rappeler tout de suite que je ne suis pas un juriste. Grâce à ma participation à environ 500 recours d'asile, comme expert witness ou country expert, j'en suis venu à comprendre quelque chose au sujet des systèmes de common law, comme ça dans le Royaume-Uni. Mais mon expérience personnelle entière des systèmes des codes civils s'est limitée à 3 jours passés dans les tribunaux d'asile situés d'une manière qui correspond parfaitement les notions de l'histoire française enseignées dans les écoles britanniques il y a 50 ans, près du métro Robespierre. C'est un lieu de terreur véritable pour les demandeurs d'asile. Avance rapide à la période d'après-guerre, nous trouvons en France la création de l'OFPRA et la commission de recours presque immédiatement après la convention sur les réfugiés est entrée en vigueur. Au Royaume-Uni, en revanche, pour des raisons concernant les politiques d'immigration générale envers les citoyens du Commonwealth, aucun appareil d'asile spécialisé a été créé depuis plus de 20 ans. En lieu de cela, la Convention sur les réfugiés a été intégrée dans les Immigration Rules générales. Pas de système de recours existe jusqu'à the Immigration Appeal Tribunal a été créé par the Immigration Appeals Act de 1969. Et il ne ressemblait pas à sa forme actuelle jusqu'à the Asylum and Immigration Appeals Act de 1993. Ce fut une tentative de préempter les conclusions dans une affaire de la Cour européenne, Vilvarage versus United Kingdom,
1992. Et c'est intéressant pour moi. La plupart des affaires importantes dans le Royaume-Uni dans les années 1990, la plupart sont les affaires tamoules. Carolina décrit ensuite le processus décisionnel suivi en France. En termes très généraux, le système britannique est le même. Le rôle de l'OFPRA est joué par UKBA, qui reçoit les demandes d'asile et prend des décisions initiales. Au fil du temps, comme l'OFPRA, UKBA a donné moins en moins des décisions positives. Le rôle de la Cour nationale, entendre les recours contre les refus d'asile, est joué par le Immigration and Asylum Tribunal. En dépit de ces similitudes, les processus sont différents en presque tous les autres. Je ne peux que parler de la plupart des différences en passant. Tout d'abord, les recours au Royaume-Uni sont entendus devant plusieurs tribunaux dans tout le pays, dans plusieurs villes en Angleterre, en Pays de Galles, en Écosse, Irlande du Nord. Les recours français se font entendre, comme l'explique Carolina, par des panels de 3 juges, un juriste et 2 assesseurs. Les recours britanniques ne concernent qu'un seul immigration judge. Les questions abordées sont également différentes. Près de tous les recours d'asile au Royaume-Uni sont également les recours sur les questions des droits de l'homme, mais ceci ne pose pas dans le cours française. Une différence intéressante pour moi, c'est la participation en France du rapporteur. Il n'y a pas de rôle dans le Royaume-Uni en matière d'asile ou tout autre contexte juridique. Bien sûr, cela reflète les systèmes juridiques très différents impliqués. Et c'est un truisme de souligner le contraste entre les audiences françaises inquisitoires et les procédures britanniques adversariales. Mais c'est mon avis que ce n'est pas la seule différence, ni la plus importante. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. Carolina explique le travail accompli par le rapporteur. Ici, elle détecte 3 orientations, les politistes, les juristes et les humanistes. Elle donne également une analyse intéressante de la manière dont les rapporteurs adaptaient leurs recommandations selon un calcul tactique en fonction de leur perception des caractéristiques des juges. Bien sûr, les stéréotypes similaires fonctionnent parmi les avocats au Royaume-Uni, bien que la base probante pour eux n'est pas claire. Il n'existe pas de statistiques disponibles au Royaume-Uni qui fournissent un aperçu de la prise de décision par les immigration judges individuels, contrairement aux États-Unis, lorsque ceux-ci sont publiés et ont été largement analysés dans l'étude Refugee Roulette. Je ne sais pas si la preuve dure est disponible en France, mais en tout cas, la participation des 2 assesseurs doit compliquer les choses dans la pratique, parce qu'ils sont en mesure de modérer les préjugés du précédent. Je vais maintenant évoquer rapidement les procédures différentes impliquées dans les 2 pays. Les différences de cadrage importantes concernent la durée de l'audience et l'échelle de temps pour parvenir à une décision. Comme l'a dit Carolina,
les panneaux des juges français ont 13 recours énumérés par chaque séance. Les recherches menées par la CIMAD en 2009 ont trouvé une durée moyenne de 33 minutes pour chaque recours. Mais un tribunal britannique ne jamais entendre une seule audience par jour. Si le même tribunal peut également entendre d'autres types de recours d'immigration. Un recours d'asile typique au Royaume-Uni dure entre 2 ou 3 heures. Le processus britannique implique l'avocat de la requérante d'un côté, c'est normalement un barrister, si le dossier est en fait préparé par un solicitor. Et sur l'autre, le Home Office Presenting Officer, le HOPO, un fonctionnaire sans qualification formelle juridique. Les audiences commencent avec l'examination in chief. Ceci est normalement très court. L'avocat se contente à confirmer que le contenu du transcription de l'entretien d'asile et la déclaration du témoin écrit sont vrais. La requérante est ensuite cross-examined par le HOPO. C'est la partie plus longue de l'audience, généralement d'une durée d'1 heure ou 2 heures. L'HOPO demande des questions très détaillées, mais pas nécessairement bien formulées, dans l'espoir de recevoir des réponses qui semblent incompatibles, qui peuvent ensuite être utilisées pour jeter le doute sur la crédibilité de la requérante. Le barrister a la possibilité de réexaminer le client s'il le souhaite, et très occasionnellement, d'autres témoins peuvent être appelés pour corroborer l'histoire ou donner la preuve experte. Le HOPO fait alors closing submissions au juge, faisant valoir que le refus d'asile devrait être confirmé. Ces observations impliquent généralement des attaques sur la crédibilité de la requérante, mais aussi citer objective evidence sous la forme de Country of Origin Information, COI, sur la situation dans son pays d'origine. Le barrister essaie alors de réfuter les points de crédibilité et offre des interprétations différentes de la COI. Les différences continuent en ce qui concerne le processus de prise de décision. Ici, je tiens non seulement sur le travail de Caroline, mais aussi sur celle de mon collaborateur Dr. Robert Gibb of Glasgow University. En France, le panel traite le même jour de tous les recours et décide oui ou non pour chaque recours. Les requérantes reçoivent les lettres de décision qui sont très brèves. Les requérantes, dans les lettres, habituellement, il est dit que les réponses de la requérante étaient contradictoires, confusées, peu convaincantes ou pas personnalisées. Au Royaume-Uni, la décision est prise par le juge et c'est lui seul qui écrit la determination, établissant la décision et les raisons pour cela. Habituellement, le juge entend des audiences et passe ensuite le jour suivant l'examen et la rédaction de son décision. Une détermination correctement écrite doit satisfaire à plusieurs critères. Il doit décider des questions de fond, donner les raisons pour ses décisions et inclure des références correctes à la loi, à la norme de la preuve,
et à des précédents ou tout autre matériel pris en compte dans la réalisation des décisions. Il doit inclure des conclusions de faits sur les épisodes de l'histoire, une conclusion sur la crédibilité et une indication de combien de weight a été fixé à chaque pièce importante de objective evidence, par laquelle on entend essentiellement le country of origin information et les rapports médico-légaux que la requérante a soumis. Les juges sont soucieux d'éviter d'avoir formé un recours contre leur décision et ainsi de tenter de se consacrer pleinement à toutes ces questions. Une détermination typique sera donc 20 ou 30 pages. Now I'm going to switch to English, which may be a pain or a relief to the audience. I'm not sure. Clearly, these differences reflect the differing legal systems within which the appeals take place. One significant difference is the inquisitorial adversarial distinction. Just as there is no British equivalent of the presentation by the rapporteur, so there is no precise French equivalent to the cross-examination by the hoppo. But I think, and again I should remind you I'm not a lawyer, that there are other, possibly more fundamental reasons for these differences. It seems generally the case that French legal processes place less emphasis on detailed factual evidence than do common law systems, partly because a primary concern is to relate the situation before the court to particular sections of the civil code. And for the Cour nationale du droit d'asile in particular, it's been argued that the brief proceedings and the even briefer decisions reflect a more holistic approach to assessing evidence, according to the conviction intime of the judge. Now, for the rest of my presentation, for the last few moments, I focus on the third section of Carolina's paper, Sémantique de la vérité, because I too am very interested in legal approaches to truth in general. The first issue she discusses here relates to the importance of the emotional content in an appellant's personal testimony before the court, and more broadly to the importance attached by judges to le face à face, to the judge's direct observation of the mannerisms, style, personality, and body language of the appellant. Now, judges in the UK are repeatedly warned that demeanour is an unreliable guide to the credibility and trustworthiness of witnesses. If that's true even of witnesses from one's own country, of one's own cultural background, how much more true must it be for the processions of people from exotic, faraway places who appear one by one in front of the court presidents in Montreuil and the immigration judges in Islington? But the second point to be made here is that, however undesirable it may be, this emphasis on le face à face is also inevitable in the UK, just as in France, because of the almost complete absence of any other evidence apart from the appellant's own personal narrative of suffering, given in their interview, but most crucially, given in person before the court. So many issues arise here that I cannot deal with them all. Let me just mention, without saying more, the complications introduced by the use of an interpreter, the damping down of direct interaction between the asylum seeker and the court, the requirement to tell the story in brief phrases that can be remembered and translated exactly by the interpreter, and by naive legal presumptions about verbatim translation. Let me also mention, again without saying more, the complexities created by different narrative forms and culturally specific styles of storytelling, and the ways in which the rigid question and answer formats of legal processes diminish the rhetorical force of the narrative. One common sense assumption among many judges is that traumatic events
will be remembered with unusual clarity and be told with vivid displays of emotion. But the medical and anthropological evidence suggests things are more complicated. First, consider the incommunicability of pain. There are certain pains, toothache, for example, which are socialized. They are labeled in everyday speech. We can map our private experience onto these public labels, and in some way, therefore, we can share our pain with others, and we can share their pain ourselves. But the physical pain of torture, says Elaine Scarry, does not simply resist language, it actively destroys it. And Stuart Turner, who is, if Didier will forgive me, one of the leading emperors of trauma in the UK, has pointed out that torture is characterized by its ability to shatter relationships and destroy trust. Many torture victims, but not all, find it unbearably hard to discuss these desocializing experiences. And when they do so, their accounts are not in vivid technicolor, they're monochrome, they're passionless, and so in the eyes of a judge, they may seem unconvincing. The inexpressibility of the pain of torture may render its attempted expression unbelievable. In such circumstances, we face the danger of culturally naive emotional responses on the part of the judges themselves, and Carolina makes this important point, that there is a kind of self-fulfilling prophecy, whereby she says, les réactions affectives des juges devient un indicateur de la sincérité des requérants. I wish to conclude with another rather different and to some degree incompatible point on the significance of truth in legal contexts, and here I speak with authority only of common law systems. In my research among lawyers, I determined that my approach would be that of any anthropologist studying an exotic people with strange and apparently irrational beliefs. Lawyers are indeed socialized through the pedagogic techniques used in law school into regarding the world in a distinctive way. They are taught a process that involves finding facts, selecting appropriate legal rules, and applying these rules to the facts to produce a legally correct result. It's essentially a deductive process, in contrast with the inductive generalization, which is the dominant mode of reasoning among social scientists. And one crucial way in which this distinctive view expresses itself is in relation to notions of fact and truth. In the first place, lawyers speak of facts to distinguish them from laws, not to make claims about their epistemological status. And this distinction is important in common law because matters of law are for judges to decide, matters of fact are for the jury. Lawyers take notions of fact to be philosophically unproblematic, whereas we anthropologists are conscious, because of our focus on fieldwork, of the problems of obtaining and using data. We are less inclined to speak of facts without hedging the notion around with qualifications. What's more, legal reasoning is non-probabilistic. A matter that has been established to the required standard of proof is thereafter treated as a fact. As Feinberg has put it, legal decision-making collapses probabilities into certainties and thereafter proceeds as though uncertainty does not exist. Now, forgive me for quoting a comment of my own, which has been cited by several others, and which was originally given to an audience of senior British judges. Lawyers, I said, take matters of fact which have been established to the appropriate standard of proof to be facts, and see their subsequent task as deciding how the law should properly be applied to those facts. Whereas, and this is the bit that the judges didn't like, for anthropologists, facts are always products of a particular theoretical approach, and truth is at best provisional and contested. And as William Twining has argued, the assessment of factual evidence is under-theorized among lawyers, and so its treatment by judges tends to reflect what he calls a complacent common-sense empiricism. The elusiveness of reality is barely acknowledged. Now, at this point, some of my students are prone to conclude that judges must be very stupid or very wicked. Now, this is, of course, quite wrong. In fact, it's only by adopting such common sense empiricism that they render their task possible.
We scholars have the luxury of slowly refining our opinions or even changing them altogether, evading responsibility for our conclusions by declaring them to be provisional, or by means of postmodern or constructivist quibbles. Judges, on the other hand, must quickly decide one way or the other. By this evening, or at the latest by tomorrow, the epistemological pussyfooting has to stop. Law is of necessity one of the last bastions of positivism and modernism, precisely because of the requirement that legal processes must come to definite decisions within very tight timescales. For the rule of law, the inability to decide would pose a far greater threat than a decision wrongly made. Thank you. Merci.